Bonsoir à tous, on se retrouve pour ce webinaire à destination, on va dire, de nos clients qui, comme d'habitude, se passait plutôt en présentiel. Ce présentiel, en fait, n'est pas possible compte tenu de la situation sanitaire. Donc aujourd'hui, on a reporté ces réunions pour permettre, je l'espère, très prochainement se retrouver en physique. La date n'est pas encore convenue, on espère pouvoir vous la communiquer le plus tôt possible. En attendant, on a considéré qu'il était important quand même que vous puissiez disposer de l'actualité du moment. Nous allons avoir trois sujets qui vont nous concerner principalement. La loi de finances 2022 en priorité, bien évidemment, puisque c'est celle qui a été, comme d'habitude, votée en fin d'année 2021, qui va un petit peu décliner toute l'organisation fiscale des entreprises notamment. Un point sur les employeurs de main-d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup d'actualités sur la partie sociale. Et puis, on fera un troisième sujet sur la stratégie digitale pour en faire un atout au niveau de vos entreprises. Donc, ça signifie qu'on a trois intervenants. Jacques Desplanes, que vous avez l'habitude de voir lors de ces rencontres conseils. Vous avez Corinne Delorme, qui viendra aussi nous présenter toute l'actualité sociale. Et puis, Carole Gliswick, peut-être un petit peu la petite nouvelle du trio, qui vous présentera cette logique digitale. Eh bien, sans plus tarder, je vais proposer à Jacques Desplanes de me rejoindre. Alors, bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais être certain qu'effectivement, on est sur une bonne présentation. Je regarde si on a bien partagé notre écran. Voilà, je vais voir ici. Donc, voilà, je regarde ici. Est-ce qu'au niveau de la présentation, tout est OK pour toi? Très bon? C'est bon? Voilà. Donc, Jacques, je ne le présente plus, j'ai envie de dire, pour bon nombre de nos clients, qui est en charge aujourd'hui de toute la gestion patrimoniale, notamment du service, et qui accompagne toutes les entreprises, les PME, d'un point de vue juridique notamment, de restructuration. Je vais te laisser le déroulé de cette partie-là, parce que tu le connais mieux que moi. On va attaquer sur cette loi de finances 2022. Alors, je vais indiquer à tous nos participants, et je vois que vous êtes nombreux à vous être inscrits et à être connectés. Vous devez avoir à votre droite la possibilité de chatter, de poser des questions. Je recenserai toutes les questions éventuellement qui interviendront au fur et à mesure. Et puis, je te les poserai à la fin de l'intervention. Ça te convient comme ça? On fait comme ça. Eh bien, je vous propose qu'on attaque directement sur cette loi de finances 2022 et je te laisse la parole, Jacques. Généralement, quand on parle de loi de finances 2022, de loi de finances, on a souvent des nouveautés qui arrivent. Alors, en période, je dirais, électorale, on se dit, bon, les lois de finances sont parfois un peu creuses parce qu'on est prudent dans ce qu'on l'annonce. Et bien, finalement, vous allez voir que certaines mesures peuvent être intéressantes pour nos entreprises. Donc, on va passer les principales mesures en revue. La première chose, c'est pour redire que le barème progressif de l'impôt avait un peu évolué. Là, il n'évolue pas en termes de taux applicables, des taux de 0, 11%. Vous vous en souvenez que la tranche était de 14, elle est descendue à 11. 30, c'est toujours la même chose. 41, 45. Par contre, ces seuils, seuils et ces tranches ont été revalorisés de 1,4% pour tenir compte notamment de l'inflation fin 2021, on était à 2,8. Voilà, j'ai fait un mélange des deux chiffres, 2,8% d'inflation. Et puis, l'avance sur les crédits et réductions d'impôts, donc qui est depuis 3 ans maintenant toujours, je dirais, remboursé aux contribuables ou avancé aux contribuables sur la base de 60% des crédits et réductions d'impôts qu'ils avaient obtenus l'année N-2. L'année N-2, c'est 2020 pour notre année 2022. Et normalement, vous avez dû recevoir un mail de l'administration fiscale vous faisant part du remboursement prochain. Avec une petite nouveauté, j'ai envie de dire, puisque si j'ai bonne mémoire, en 2023, on ne devrait plus avoir ça? Non, absolument. Après, ça va être carrément, je dirais, remboursé au jour où je fais intervenir une personne pour avoir une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on aura encore une anticipation supérieure, finalement. Voilà. Le but, c'est vraiment d'être le plus proche possible des dépenses réalisées par les contribuables. Alors, sur certains régimes de crédit d'impôt, réduction d'impôt, j'ai repris les 3 principaux qui sont maintenus
est finalement prorogé. Le premier concerne les loueurs en meublé non professionnel, autrement dit sans cibouvard. Donc, c'est une mesure qui s'arrêtait au 31 décembre 2021. Elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Pareil pour la réduction d'impôt dite de Normandie, c'est les investissements dans les logements anciens en centre-ville. Donc, mesure qui s'arrêtait au 31 décembre 2022, qui est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023. Et autre mesure qui n'a rien à voir avec les précédentes, c'est la réduction d'impôt pour les personnes les plus défavorisées, dite réduction d'impôt Coluche. Donc, le seuil a été augmenté de façon substantielle en 2020, et puisqu'on est passé de 550 à 1000 euros de plafond, et ce 1000 euros de plafond est prorogé jusqu'en 31 décembre 2023. C'est-à-dire que si vous faites un don au plafond, vous aurez une réduction d'impôt de 750 euros. Donc, ce qui signifie que mon don de 1000 euros me coûte finalement 250 euros. Exactement, c'est tout à fait cela. Alors, il y en a d'autres réductions d'impôts, mais qui sont beaucoup plus à la marge, je ne les ai pas reprises ici. Autre point concernant les seuils des différents régimes d'imposition. Le principal, celui que j'ai mis en gras, que vous voyez au milieu du slide, c'est celui qui concerne le passage du régime micro-BIC vers le régime réel. Micro-BIC vers le régime réel. Donc, les seuils sont réajustés tous les ans. Donc là, vous les voyez, hein, pour ceux qui font de l'activité d'achat-revente, l'activité de vente de marchandises et d'hébergement, le seuil est de 176 200 euros, au-delà duquel, hein, c'est le chiffre d'affaires, hein, au-delà duquel chiffre d'affaires, vous basculez au régime réel. Et puis pour les autres prestations de services, il est de 72 500 euros. Alors, le basculement n'est pas automatique, hein, puisqu'il faut qu'on ait dépassé 2 années de suite ces seuils pour, je dirais, basculer au régime réel l'année suivante. Donc, c'est quand même des mesures qui se font avec une certaine progressivité. La nouveauté, je dirais, c'est qu'il y a une dissociation qui va s'opérer maintenant entre la possibilité de récupérer la TVA, donc d'être dans un régime réel de TVA, et de continuer à pouvoir bénéficier du régime micro. Hein. Donc, on peut être à la TVA, oui, mais en micro. Exactement. D'accord. Au régime micro d'imposition. Régime micro d'imposition, comme vous le savez, on n'a pas de comptabilité à tenir, c'est juste une déclaration du chiffre d'affaires sur lequel on a un abattement. Voilà. Tout à fait. C'est quelque chose de très, très simplifié. Pour autant, si par ailleurs vous souhaitez récupérer la TVA, il va falloir quand même enregistrer un minimum ces factures pour pouvoir les récupérer la dite TVA. Mais on a cette dissociation qui n'existe pas. Il n'existait pas jusqu'à présent. Et on va pouvoir ne pas déposer l'IAS fiscal, mais déposer des déclarations de TVA. Tout à fait. OK. Alors, une vraie nouveauté, donc quand on parlait des surprises de cette loi de finances, c'en est une quand même si c'est une mesure qui, a priori, pour l'instant, n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, c'est la possibilité d'amortir le fonds commercial. Sujet important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on achète un fonds, eh bien, on le met en haut de son bilan et puis c'est comme un terrain, on ne peut pas l'amortir. Absolument. Alors, on avait jusqu'à présent, et on l'a toujours, une dissociation avec la règle comptable. La règle comptable nous dit, normalement, quelque chose qui se déprécie, je dois en tenir compte, donc l'amortir. Mais par contre, on ne retranscrivait pas cet amortissement fiscalement. Autrement dit, c'était très intéressant. Voilà. Eh bien, là, on a un alignement de la règle fiscale sur la règle comptable. On va pouvoir amortir le fonds commercial. Si on peut déterminer de manière fiable une durée de dépréciation, eh bien, c'est cette durée qui va s'appliquer. Sinon, ce sera sur 10 ans. D'accord. Mécaniquement, j'ai 100 000 euros de fonds commercial, je vais amortir, je vais passer en charge 10 000 euros par an pendant 10 ans. Donc, très bonne nouvelle, je vais pouvoir réduire mon résultat fiscal et donc avoir une fiscalité qui va être plus légère. Allégée, oui. En revanche, quand je vais vendre, oui, je serai soumis à une plus-value, comme tout bien immobilier ou bien meuble que je suis amené à amortir. Donc, je payerai ma fiscalité au moment où je percevrai quelque part la plus-value. C'est tout à fait cela, avec peut-être à ce moment-là la possibilité de bénéficier de régimes d'exonération des plus-values. Et on va voir qu'en matière de régime d'exonération des plus-values, il y a des mesures qui ont été adoptées dans cette loi de finances 2022, où nous allons y revenir dans quelques instants.
Donc, effectivement, si on n'est pas exonéré des plus-values, eh bien, c'est un peu une façon de… Enfin, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit habituellement, puisqu'on aura un rattrapage fiscal. Mais le gros avantage, c'est qu'on paye sa fiscalité quand on a la trésorerie, alors qu'on ne l'a peut-être pas forcément au moment où on achète le fonds. C'est complètement ça, et c'est vrai que c'est vraiment un vrai avantage, parce que quand on a cette dissociation, cette distorsion, je dirais, entre un bénéfice, mais en face, pas de trésorerie, c'est dans nos entreprises souvent une problématique. L'air de la guerre de la trésorerie. La trésorerie. Petit focus sur l'évolution des taux de TVA, pour dire que le taux de TVA à 5,5 consomme, je dirais, va concerner tous les produits destinés à la consommation humaine. Donc, il y a une redéfinition du taux à 5,5 qui a été faite. Et puis, le taux intermédiaire, qui est un taux de 10%, le taux majoré est à 20%, comme vous le savez, va concerner tous les produits destinés à la consommation animale. Et à compter du 1er janvier 2023, la TVA deviendra exigible et donc déductible dès l'encaissement des acomptes portant sur des livraisons de biens. Aujourd'hui, quand on recevait des acomptes, il ne se passait rien. Hein. Là, on va pouvoir récupérer et déduire la TVA dès que l'on va encaisser des acomptes. Bon, voilà, petit focus sur la TVA. Pas grand-chose ne change autrement en matière TVA. On parle d'IS. On parle d'IS, bien sûr, impôt sur les sociétés. Alors là, impôt sur les sociétés, ça fait toujours sourire quand on regarde cette mesure, puisque l'impôt sur les sociétés est ouverte aux entreprises individuelles, donc à des non-sociétaires, on va dire. Oui, c'est presque un impôt qui devrait changer de nom. Voilà, presque, exactement. Hein. Donc là encore, l'idée, c'est d'harmoniser les règles pour qu'on puisse, quelle que soit sa forme juridique dans laquelle on exerce, on puisse, je dirais, avoir une fiscalité identique à celle des grandes entreprises ou des plus grandes entreprises. C'est une mesure qui avait été annoncée par le président Macron dans le cadre de la restauration, enfin de la réécriture d'une loi sur l'entreprise individuelle. Hein. Ça a été annoncé en mois de septembre prochain, au mois de septembre dernier, pardon, décidément dans les dates, et c'est en première lecture à l'Assemblée nationale actuellement. Hein. Donc ça, c'est une espèce d'anticipation des mesures fiscales qui s'inscrivent dans cette loi sur l'entrepreneur individuel. Très bien. Donc, possibilité, effectivement, d'opter à l'impôt sur les sociétés, même si on est en entreprise individuelle. Et la loi nous dit que ce sera dans les mêmes conditions que si j'étais dans une société unipersonnelle, style SARL unipersonnel ou EURL. Voilà. Très bien. Alors, aménagement du régime fiscal pour départ à la retraite. Cette mesure concerne les ventes de parts sociales, donc parts sociales ou actions, ce qu'on appelle des titres, de sociétés soumises à l'IS par leurs dirigeants lorsque ceux-ci partent à la retraite. Il y a un abattement global sur la plus-value générée de 500 000 €. Et cet abattement s'arrêtait là encore jusqu'en 2022. Il a été prorogé jusqu'en 2024. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que lorsqu'on prenait sa retraite, le bénéfice de cet abattement existait à partir du moment où je vendais mon entreprise dans les 2 ans qui précédaient ou dans les 2 ans qui suivaient mon départ en retraite. Officiel. Exactement. Et là, temps de Covid oblige, le délai pour pouvoir bénéficier de l'avantage a été prorogé de 2 à 3 ans. C'est-à-dire que je peux prendre ma retraite et j'ai 3 ans pour vendre mon entreprise. D'accord. Voilà. Alors, si j'ai vendu mon entreprise, j'ai 2 ans pour partir à la retraite après, mais ce délai préalable ne change pas. Par contre, le délai postérieur passe à 3. Passe à 3 ans. Bon, ça va dans le bon sens. Exactement. Alors, une autre mesure qui est celle-ci vraiment extrêmement intéressante et importante, c'est une mesure qui permet d'avoir une exonération de taxation des plus-values. Tout à l'heure, on parlait d'amortissement du fonds commercial et de se dire peut-être qu'à la sortie, on aura un peu je dirais, la douche fiscale. Eh bien, pas forcément si on rentre dans un des systèmes d'exonération des plus-values. Et un système à changer en particulier,
c'est lorsque je vends mon entreprise pour une valeur qui était de moins de 300 000 euros, voilà le seuil, c'est-à-dire que j'exerçais mon activité depuis au moins 5 ans. Je n'ai pas remis cette condition de durée, mais elle existe toujours, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir créé son entreprise et exercer son activité professionnelle pendant au moins 5 ans, première chose. Et lorsqu'on ne dépassait pas ce seuil de 300 000 euros, eh bien, on était totalement exonéré. Alors, quand on dit totalement exonéré, c'est y compris de contributions sociales, c'est-à-dire y compris de CSG, c'était du net de chez net. Voilà. Eh bien, ce seuil de 300 000 passe à 500 000. Ce qui est quand même un bond énorme. Absolument. C'est vraiment quelque chose qui est relativement important. Donc, de 300 000, on passe à 500 000 et jusqu'à 500 000 euros. À partir du moment où vous exercez votre activité de professionnelle depuis au moins 5 ans, vous êtes totalement exonéré de toute imposition. Au-delà de 500 000, il n'y a pas d'effet de seuil, il y a une progressivité puisque de 500 000 à 1 million d'euros, le seuil majoré est passé à 1 million d'euros, vous avez une exonération partielle. C'est juste une règle de 3 que l'on fait. Donc, je suis à 750 000 euros de vente et donc je me retrouve en fait avec un seuil de taxation de 50% ou un seuil d'exonération de 50%. Exactement. Ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Cette mesure est également possible lorsque je vends l'intégralité des parts sociales que je détiens dans des sociétés fiscalement transparentes. Alors là, j'ai cité surtout des sociétés civiles, mais en matière commerciale, il existe également certaines sociétés qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés. On parlait d'IS tout à l'heure, mais qui relèvent de l'impôt sur les revenus. Donc, finalement, ce n'est pas la société qui paie l'impôt en tant que telle, mais ce sont les associés directement à la tête de clôture comptable. C'est eux qui appréhendent le bénéfice et qui en supportent l'impôt. Donc, ça concerne quoi? Essentiellement les SARL de famille. Oui. Donc, SARL, mari et femme, frères et sœurs, par enfant. Les SARL unipersonnels, où je suis seul associé. Et puis, quelques SAS qui auraient opté à l'impôt sur le revenu, puisque c'est possible pendant 5 ans. Pendant 5 ans, voilà. Alors, sinon, ça concerne les sociétés civiles, qu'elles soient agricoles ou autres. Et donc là, si vous vendez l'intégralité des parts sociales que vous détenez, là encore, il faut le détenir depuis plus de 5 ans, mais lorsque vous avez respecté cette condition de durée, eh bien, vous pouvez bénéficier aussi de la totalité, enfin, de l'exonération totale sur la revente. Très bien. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, quand même, absolument. C'est les seuils qui montent et qu'on apprécie. Ça va effectivement dans le bon sens. Donc, on voit que, grosso modo, il n'y a pas je dirais, énormément de points, mais il y a quand même 2 ou 3 points qui sont assez intéressants concernant nos entreprises, nos petites entreprises. C'est s'agissant de ces exonérations de plus-value notamment. Donc, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir avec votre expert comptable, votre conseiller, sur des organisations à mettre en œuvre dans ce sens-là. Et comme c'est une année électorale, on risque de retrouver une loi de finances rectificative au mois d'août, au mois d'octobre, et puis une nouvelle loi de finances au mois de décembre de l'année prochaine. Donc, on devrait avoir une richesse. Oui, je pense donc, que ton téléphone devrait toujours sonner. Absolument. On ne devrait pas être au chômage. Très bien. Bon, merci Jacques pour toutes ces informations, je l'espère évidemment utiles. Je le rappelle, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas par l'intermédiaire du chat qui vous est permis, du chat ou des questions, on essaiera d'y répondre. Pour l'instant, je n'en vois pas, donc je pense que ton exposé était suffisamment clair et que ça a permis à chacun de bien comprendre. Et puis, je vais proposer à Corinne Delorme de me rejoindre pour évoquer à présent la partie employeur qui va évidemment nous intéresser en tant que toute l'actualité. Alors, on va se le dire, avec l'effet Covid, avec l'évolution réglementaire, les dispositifs, tout ce qui passe par la DSN, bref, pour un employeur de main-d'œuvre, on est servi. Là aussi, tu ne chômes pas. Je résumerai, voilà, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. On a effectivement de nombreuses questions et de nombreux textes. Donc, je vous propose qu'on fasse ce premier point de lecture un petit peu des textes qui sont arrivés pour ensuite se dire comment ça peut fonctionner dans mon entreprise. Alors, donc, dans l'immédiat, je vous propose de commencer par la loi de financement de la sécurité sociale.
donc intervenu comme chaque année, voilà, en fin d'année. Donc ici, il est question du statut du conjoint collaborateur. Donc certains d'entre vous avaient peut-être ce statut. Je rappelle qu'un conjoint qui participe de façon régulière à l'activité de l'entreprise doit effectivement choisir un statut. Donc ce statut jusqu'à présent, donc nous avions le statut de conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. Eh bien, ce statut de conjoint collaborateur ouvert aujourd'hui aux conjoints pacsés et mariés est désormais ouvert également aux concubins du chef d'entreprise. La grande nouveauté ici qui est mise en place par la loi de financement, c'est que ce statut va être réservé et limité à une durée de 5 ans. Au-delà, le conjoint devra effectivement faire un choix entre soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Et si aucun choix n'est effectué, le statut de conjoint salarié sera donc mis en place. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les personnes qui ont au 1er janvier 2022 ce statut sont conjoints collaborateurs pendant 5 ans. Et les personnes qui bénéficiaient déjà de ce statut précédemment pourront continuer à l'être encore, si je puis dire, encore 5 années. Autre point prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, la retraite. Mais ici, il s'agit de la retraite progressive. Donc, concrètement… On peut progresser dans la retraite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Concrètement, ça veut dire que l'intéressé va donc avoir, on va dire, une petite, enfin oui, entre guillemets, une petite pension, et de l'autre côté, va continuer à exercer son activité. Donc, pour pouvoir prétendre à cette retraite progressive, il faut bien sûr donc avoir 60 ans, justifier d'un nombre de trimestres, donc en l'occurrence 150 trimestres, et également justifier de baisser son temps de travail, bien sûr, ou baisser ses revenus. Et cette possibilité n'était pas ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi de financement aux salariés en forfait jour et aux mandataires sociaux. Donc, il y avait les salariés, on va dire, au temps de travail normal, j'ai envie de dire. Les forfaits jours étaient exclus, les mandataires sociaux étaient exclus. Là, le dispositif permet de les faire rentrer dans le dispositif. C'est ça. Donc, président, si vous êtes président de SAS, par exemple, gérant minoritaire, vous allez pouvoir éventuellement rentrer dans ce dispositif. Alors, autre sujet d'actualité qui bien sûr change, évolue de façon très très régulière. Là, en l'occurrence, c'est les règles applicables depuis le début du mois de janvier. Est-ce qu'elles le seront encore la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous les présenter. Donc, pour un salarié qui est testé positif, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'entreprise? Eh bien, il faut distinguer selon si le salarié est vacciné ou pas. S'il est vacciné, c'est soit il est en télétravail, puisque le télétravail donc, est possible dans l'entreprise, soit à défaut, il aura un arrêt dérogatoire de 7 jours. Donc, je rappelle que l'arrêt dérogatoire, il s'agit de se connecter sur déclareamélie.fr et d'identifier clairement la situation. Si le salarié n'est pas vacciné, télétravail de la même manière, si c'est possible, bien sûr, ou arrêt dérogatoire, mais toutefois, le délai est porté à 10 jours. D'accord. C'est télétravail dans le ou qui choisit? Alors, qui choisit? C'est l'entreprise. Le principe, c'est vraiment télétravail. L'exception, c'est arrêt dérogatoire. Donc, c'est au niveau de l'entreprise, concrètement, selon le mode d'organisation, qu'il y a ce choix. Parce que l'arrêt maladie ne sera pris en charge par Amélie que si effectivement on justifie ne pas pouvoir télétravailler. D'accord, très bien. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, pour un salarié de dire oui, effectivement, je vais faire ma déclaration sur amélie.fr si, imaginons, il est par exemple comptable et qu'il peut tout à fait télétravailler. D'accord. Très bien. Alors, qu'en est-il maintenant pour un salarié cas contact? Là aussi, toujours la même distinction. Le salarié vacciné télétravaille
ou travail sur site, avec application des gestes barrières. S'il ne l'est pas, télétravail ou arrêt dérogatoire, effectivement, là, de 7 jours. De 7 jours. Alors, quelques petites précisions sur l'arrêt dérogatoire. Il y a une prorogation des règles en matière de salaire, en matière de maintien de salaire. L'entreprise, effectivement, doit maintenir le salaire du salarié, et ce, quelle que soit son ancienneté et sans délai de carence. Concrètement, c'est dès le premier jour d'absence. Donc ça, c'est donc prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Et le versement des indemnités journalières, donc là aussi, je le rappelle, très favorable, puisque quand bien même le salarié n'a pas cotisé suffisamment, il perçoit ses indemnités journalières. Donc là, c'est également poursuivi jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. D'accord. Très bien. Bon, alors on peut se revoir la semaine prochaine, ça peut encore changer. Oui, tout à fait. Et dans le cas où on ne ferait pas de webinar, vous avez le contact direct de Corinne, vous n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un sujet, là, ces derniers temps, le téléphone chauffe. Reconnaître, voilà, c'est ça. Bien. Autre cas… oui, parce que nos salariés, enfin les salariés des entreprises, ont aussi des enfants. Alors, ils peuvent être touchés par le Covid, et comment ça se passe? Alors là, vous avez plusieurs situations selon notamment l'âge de l'enfant. Donc, si l'enfant est âgé donc, de moins de 16 ans, pas d'école, l'un des deux parents pourra bénéficier d'un arrêt dérogatoire. Là aussi, toujours sur déclare Amélie. Si la classe toutefois est fermée pour un enfant de moins de 16 ans, là, il ne s'agit plus d'un arrêt dérogatoire, mais c'est une activité partielle d'un des deux parents. Et là, cette activité partielle, concrètement, c'est le chef d'entreprise, l'employeur, qui doit effectivement la mettre en place. Très bien. Donc, il est important, quand vous posez la question à votre salarié, s'il est confronté à une situation, c'est si c'est fermeture d'école ou si c'est cas positif. Voilà, il faut savoir effectivement dans quel cadre on est pour tirer les conséquences de la situation. Enfin, dernière précision sur le sujet, donc l'enfant qui est cas contact, concrètement moins de 12 ans, il va à l'école. Va à l'école. C'est bien, voilà. Il faut qu'il aille à l'école. Enfant de 12 à 16 ans, là on retrouve à nouveau notre distinction, vacciné ou non. S'il est vacciné, école plus geste barrière. S'il n'est pas vacciné, pas d'école. Et là, également, activité partielle d'un des deux parents. Alors, je lisais sur ton diapo le nouvel acronyme GBR, geste barrière renforcé. Voilà, c'est bien ça, c'est ça. On commence à entendre réguliément quand on est dans des cas de personnes vaccinées qui sont cas contact. Enfin, sachant que ça peut évoluer, peut évoluer la semaine prochaine. Tu fais des schémas qui bougent tout le temps. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, autre sujet et qui n'est pas effectivement des moindres, c'est donc ici une prorogation des aides exceptionnelles à l'alternance. Ces aides devaient effectivement s'arrêter en fin d'année. On en a souvent parlé, c'est quelque chose qui a beaucoup dopé. Oui, bien sûr. Oui, on a beaucoup communiqué au service effectivement par rapport à ça. Et là donc les aides sont donc prolongées jusqu'au 30 juin 2022 pour donc à la fois dont vous avez pour un alternant mineur un montant de 5 000 euros. Donc, il s'agit d'une aide qui est versée exclusivement la première année. Voilà. Et ensuite, pour un alternant majeur, l'aide est de 8 000 euros. Tu me dis si je me trompe, mais le raccourci, c'est que pour un mineur, finalement, son embauche est complètement sans coût pour l'entreprise la première année. Oui, ça revient. Alors, ça revient à ça pour des situations et des activités de droit commun, parce qu'en réalité, dans certains secteurs d'activité, notamment le cas le plus flagrant qui est celui de la polyculture élevage en Maine-et-Loire, par exemple, où là, en revanche, on a des taux de rémunération qui sont plus conséquents. D'accord. Et ça entraîne effectivement un petit, entre guillemets, surcoût. Mais globalement, l'idée, elle est bien celle-là. C'est ça. D'accord. Donc, dispositif qu'on commence à bien connaître, qui dope l'emploi, qui dope le... L'objectif, c'est de permettre à cette génération un peu touchée par l'effet Covid de pouvoir trouver un emploi. Et on sait que ça a quand même un impact fort sur le marché de l'emploi. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu pas mal de… Effectivement, ça a entraîné une augmentation de façon conséquente des contrats signature des contrats d'apprentissage. Alors, ici, une précision qui est importante. Si vous souhaitez effectivement embaucher un apprenti, ces aides sont prolongées, je vous l'ai dit, jusqu'au 30 juin 2022, mais c'est la date de signature du
du contrat. Ça veut dire que si j'embauche quelqu'un au mois de septembre dans la perspective d'embaucher un alternant, mais que j'ai trouvé la personne au 15 juin, ça fonctionne. Oui, voilà, il faut effectivement… D'accord. Il faut être dans l'anticipation par rapport à ça. Et autre point également important, c'est que j'insiste sur l'enregistrement du contrat, c'est-à-dire que ces aides sont conditionnées à l'enregistrement du contrat auprès de l'organisme, donc l'OPCO, c'est-à-dire c'est l'organisme collecteur, et ce dans un délai de 5 jours. Après le début de l'exécution, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu d'anticipation aussi sur ce point-là, oui. Et un petit peu de gestion administrative, on va se le dire comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Qui sera de toute façon à faire dans le cas d'un alternant, quoi qu'il arrive. Donc là, si vous envisagez de recruter un apprenti, n'hésitez surtout pas à anticiper la démarche à venir. On peut effectivement vous accompagner et on communiquera d'ailleurs, Michel, je pense, dans les prochaines semaines sur le sujet. En matière d'aide également, donc là, je quitte le terrain de l'alternance, juste pour 2 points qui concernent là aussi la prolongation en fait de l'aide emploi franc. Donc là, il s'agit pour l'entreprise de recruter un salarié qui est demandeur d'emploi et qui habite dans des zones clairement identifiées. Et ça permet, donc qui sont dites prioritaires. Et ça permet effectivement d'avoir une aide qui est assez conséquente, 15 000 € pour un CDI sur 3 ans. Ah oui, tout de même. Voilà. Mais il faut rentrer dans les cases. Oui, c'est pas si simple. Voilà, il faut rentrer dans les cases. Ok. Et autre aide également, actuellement, il semble qu'il y ait des budgets. Donc, pour ça, avec notamment via le préfet de Maine-et-Loire, c'est le contrat initiative emploi, où là aussi, on a une aide qui peut aller jusqu'à 47% du SMIC. Donc la moitié. Donc, c'est valable une année. D'accord. Donc c'est intéressant. Très bien. Mais à 750 € par mois. Donc quand on peut être dedans, il vaut mieux le prendre. Oui, tout à fait. Mesure exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat. Alors c'est des choses qu'on entend, qui reviennent, qui étaient parties même, je crois, et qui sont revenues. Voilà, c'est ça. Voilà, mais qui est reconduite. Donc je parle ici donc de la prime Macron. Donc certains d'entre vous l'avaient peut-être versée, donc elle a été mise en place effectivement en 2019, 2020, comme le dit Michel, on revient là sur 2021. Vous pouvez, si vous souhaitez, la verser jusqu'au 31 mars 2022. Donc il est encore temps. Oui. Petite particularité cette année, c'est que son montant peut être porté jusqu'à 2 000 € contre 1 000 € précédemment. Ça ne concerne, par contre, les entreprises de moins de 50 salariés et celles qui ont mis en place un accord d'intéressement. Donc, je rappelle que pour la mise en place de cette prime, il faut donc préciser les conditions d'attribution et de modulation dans une DUE, c'est-à-dire une décision unique d'entreprise. Un document écrit qui justifie de l'organisation de l'attribution des primes. Voilà, exactement. Ce n'est pas à la tête du bonhomme. C'est pas à la tête du bonhomme. Et j'en profite également sur ce point pour rappeler qu'il n'est pas possible d'écarter un salarié. On peut moduler selon certains critères, mais on ne peut en aucun cas. Il faut que ce soit des critères objectifs, très clairs, très nets, et il y a des textes en la matière. Oui, c'est ça. Okay. Donc, n'hésitez pas à revenir auprès du service si vous souhaitez des précisions par rapport à ça. Il est encore temps. 2 autres points également avec des dispositifs qui sont reconduits jusqu'au 31 janvier 2022. Donc, là aussi, pour certains, donc, les payes sont en cours. Donc, si vous souhaitez. Donc, les chèques cadeaux, le plafond d'exonération a été majoré. Il est fixé à 250 € en 2021. Et vous pouvez, comme je le disais, verser les remettre jusqu'au 31 janvier 2022. Et pour là, il reste quelques jours. Il reste quelques jours sur la paye de janvier. Très bien. Et pour les tickets restaurants, le plafond de paiement qui avait été donc modifié et augmenté pendant la période Covid l'est à nouveau. Il est maintenu jusqu'au 28 février avec possibilité de l'utiliser, y compris le week-end et les jours fériés. Par contre, exclusivement dans les restaurants. Très bien. Pas dans les magasins alimentaires. Autre point également, dans l'idée effectivement du pouvoir d'achat, l'indemnité à inflation. Donc, toutes les personnes qui en bénéficient, donc ça s'est étalé pour les salariés au 31 décembre, au plus tard toutefois pour le 28 février pour quelques situations particulières.
Pour les dirigeants, je crois, c'était ça doit être là, en ce moment, en janvier. Donc, il y a encore le moyen de le faire là, au mois de janvier, sur la paye de janvier. Voilà, exactement. Très bien. Donc là, vous avez reçu effectivement pour nos employeurs de main-d'œuvre une petite fiche qui, le cas échéant, est à nous retourner pour les payes, pour les cas qui ne seraient pas clairement identifiés comme étant bénéficiaires de l'indemnité inflation, entre guillemets, de façon automatique. Alors, j'ai une question qui est apparue en même temps. Donc, il parle du sujet juste avant, hein, c'est normal, il faut avoir le temps de pouvoir poser sa question. Et donc, Laetitia nous dit bonjour, est-ce que l'aide pour un alternant, donc ce dont on parlait, les 5 000 et les 8 000, peut être perçue plusieurs fois, donc je pense au nom de l'entreprise, si on embauche un nouvel apprenti une seconde année? Alors, c'est-à-dire 2 apprentis. Alors, je pense qu'on a bien expliqué que si c'est un seul et même apprenti, on le perçoit une fois. Oui, exactement. Si, par contre, j'embauche 2 apprentis, il y en a un qui remplace l'autre, ou éventuellement j'en ai 2 sur mon entreprise, est-ce que je peux bénéficier de 2 fois 5 000 ou de 2 fois 8 000 oui, tout à fait. Hein, donc, ça s'analyse au regard de la personne, mais il faut garder la personne combien de temps quand même? Alors, il faut garder. Alors, on raisonne sur le trimestre. Oui. Hein. Après, par contre, il est quand même limité. Donc, on raisonne vraiment par apprenti. Toutefois, dans le contrat d'apprentissage, il faut désigner un maître d'apprentissage. Et là, en revanche, c'est 2 ou 3 au maximum. D'accord. Par maître d'apprentissage. Un maître d'apprentissage ne peut pas avoir 10 alternants. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, déjà, quand on peut déjà 2 ou 3 à gérer. Je pense que c'est bien. D'accord, mais c'est un point important d'organisation. Donc, dans le dispositif d'apprentissage, il faut avoir un maximum 2, 3 apprentis. Et voilà. J'espère que ça répond à la question de Laetitia. Si ce n'était pas le cas, on peut vous inviter à poursuivre le questionnement. Je vous propose qu'on poursuive notre présentation avec les frais professionnels et les déductions forfaitaires spécifiques. Oui. Encore un acronyme, DFS. Oui, voilà. Donc là, effectivement, donc, il s'agit pour certains secteurs d'activité de pouvoir proposer aux salariés un abattement qui s'appelle un abattement frais professionnels, donc, notamment par exemple dans le secteur du bâtiment. Donc aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'en réalité, cette déduction forfaitaire ne pourra être proposée que si le salarié supporte des frais. Or, on sait que l'entreprise, l'employeur, est amené à rembourser les frais professionnels des salariés, les frais de repas, d'hébergement, etc. Donc, ce qui revient à dire qu'on aura de moins en moins en fait, d'application d'abattement frais professionnels. D'accord. Des choses qui se pratiquaient qui vont se réduire. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Autre petite brève également, donc le transfert des cotisations aux URSSAF, s'agissant des cotisations de formation professionnelle, donc là concrètement, là au début de cette année, et puis l'année prochaine, ça a été reporté pour les cotisations de retraite complémentaire. Oui, ça c'est dans les mécanismes logistiques, j'ai envie de dire, voilà, de déclaration. Dit de simplification. J'aime bien quand Corinne dit de simplification. Ça sous-entend que ça ne simplifie pas tout, mais c'est en voie d'amélioration. Il y a des choses qui se font. Il faut reconnaître que voilà, ça change les habitudes, c'est certain. Un autre sujet sur la vigilance du temps de travail. Voilà, c'est parce que tu voulais nous alerter sur ce point-là particulièrement. Voilà, exactement. Sur le travail à temps partiel, parce que je sais qu'un certain nombre de nos employeurs ont des salariés à temps partiel, que l'organisation du travail à temps partiel n'est pas toujours facile, et que là, on est confronté à des difficultés juridiques, mais qui ont été rappelées là, avec des décisions de jurisprudence et qui concrètement aboutissent à une requalification en cas de contentieux, une requalification en temps plein. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je souhaitais vous alerter effectivement là-dessus, avec notamment 2 points. Si vous demandez effectivement à votre salarié qui est à temps partiel de faire temporairement des heures complémentaires, c'est tout à fait possible. C'est un dispositif qui est encadré. Par contre, attention, jamais en atteignant 35 heures par semaine. Concrètement, toujours être en deçà des 35 heures. Des 35 heures. C'est-à-dire que j'ai des salariés à temps plein, j'ai quelques salariés à temps partiel, j'ai un salarié à temps plein qui est arrêté, j'ai besoin de pouvoir faire mes travaux, mon activité, j'ai mes personnes à temps partiel qui sont demandeurs de pouvoir faire plus de travail. Oui. Je peux les monter, mais jamais au-delà, jamais au-dessus, jamais à 35 heures.
jamais un 35 heures, mais en tout état de cause, toujours en respectant les 2 limites que j'ai mentionnées ici. C'est très encadré. Donc, imaginons si vous avez un salarié qui est sur une base de 20 heures par semaine, par exemple, vous pouvez lui demander de faire 2 heures complémentaires par semaine. Pas plus. Pas plus. Voilà. Ça peut éventuellement être porté au tiers si la convention collective que vous appliquez le permet. D'accord. Donc, à compter du moment où j'ai un temps partiel et que je veux faire bouger les choses, je fais extrêmement attention d'un point de vue juridique, parce qu'à compter du moment où j'engage de manière simple et de manière pragmatique, parce que c'est la vraie vie qui se passe, je peux avoir un retour de bâton parce que après mon salarié peut faire valoir le temps qu'il a réellement travaillé pour un temps de travail et donc de payer potentiellement. Pour requalifier le contrat effectivement en temps plein. Donc ça a été confirmé, vous voyez là récemment. Hein. Et puis l'autre point, toujours sur le travail à temps partiel, c'est un contrat qui doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Et là, je vais simplement juste insister sur bien évidemment la durée qui doit être précisée dans le contrat, hebdomadaire ou mensuel, et surtout la répartition en fait de ce temps de travail. D'accord. On ne peut effectivement pas indiquer que c'est le matin ou l'après-midi. Il faut que, par exemple, si le salarié travaille, imaginons, sur 4 jours, il faut qu'il sache qu'il y a un volume d'heures par jour, qu'on ait une répartition précise, sans aller à détailler la répartition, mais il faut que les choses soient clairement précisées. Le temps partiel, attention, voilà, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas, si vous, comme nous disait Michel tout à l'heure, si vous avez un besoin ponctuel avec un salarié à temps partiel, à nous appeler, à passer un petit coup de fil pour vous assurer, de la limite des heures complémentaires qui peuvent être effectuées, et puis ensuite, derrière, pour le formaliser. Donc, c'est coup de fil à un ami, là. Il vaut mieux l'appeler avant qu'après. Voilà, c'est ça. Ok, exactement. Très bien. Mais jamais du temps plein, surtout, c'est vraiment important. Voilà. Très bien. Merci Corinne pour toutes ces précisions, à la fois d'ordre réglementaire et puis aussi de conseils que tu pratiques au quotidien. Donc, merci Corinne pour tout ça. On va passer à un autre sujet. On va passer vraiment à un autre sujet d'ouverture. Et j'accueille Carole, qui évidemment, vous avez pu voir lors d'un autre webinaire, présenter un certain nombre de choses. On va seulement faire un certain nombre de rappels. L'objectif, c'est de vous permettre d'ouvrir le sujet. On n'a pas vocation à faire une stratégie digitale dans les 20 minutes qui vont nous concerner, mais probablement de sensibiliser sur un certain nombre de choses, puisque le monde bouge en matière digitale. Je pense que tu es hyper convaincu du sujet. Et je crois qu'on va se faire tout de suite, on va lancer le sujet sur comment on peut faire de sa stratégie digitale un atout pour votre entreprise et pour le business de votre entreprise. Alors, on sait, il y a plein de choses qui se font, mais c'est peut-être un peu de structurer ça et puis peut-être de vulgariser des choses qui peuvent apparaître un petit peu lointains. Moi-même, il y a 3-4 ans, est-ce que l'intérêt des réseaux sociaux, c'est vraiment utile pour une entreprise ? Bon, oui, non, je ne vois pas trop. Est-ce que mettre quelque chose de sympa sur sa page Google ou pas, j'en sais rien. Est-ce que mon site Internet est utile ou pas? Toutes ces questions-là sont à investir, en tout cas, et à mesurer pour un entrepreneur. Et donc, c'est pour ça qu'on proposait ce focus. Alors, tu es prête, Carole? Je vais te laisser la parole. Ça va être à toi. Merci, Michel. Bonsoir à tous. Alors, faites de votre stratégie digitale un véritable atout. Pourquoi ce serait un atout? Alors déjà, on va voir ce que c'est que le numérique en chiffres. Tout simplement, il y a 60 millions d'internautes en France. 60 millions, ça fait 90% de la population. Potentiellement, on peut dire que ça fait 90% de vos prospects ou de vos clients. Donc, ça fait du monde. Les gens sont sur Internet. Ils y passent 2h12. Donc, 2h12 par jour, les internautes sont connectés. On pourrait dire même hyper connectés, parce que 2 heures par jour, on va bientôt dépasser le temps de connexion Internet par rapport au temps qu'on passait à l'époque devant la télé. Exactement, ou devant les journaux. Oui, tout à fait. Donc, les stratégies ne sont pas les stratégies print, par exemple. Vous faites une pub dans votre journal quotidien, n'est pas à exclure. On ne l'oppose pas de la stratégie digitale. On dit juste qu'il faut vraiment prendre en compte en fait, la notion que vos potentiels clients sont sur Internet. Et 78%, est-ce que tu sais ce que c'est, Michel? Je vois bien, je m'identifie même presque à plus que ce pourcentage en ce qui me concerne, c'est-à-dire que quand je commence à chercher quelque chose,
j'utilise mon téléphone, mon smartphone, j'utilise mon PC pour pouvoir aller chercher de l'information dans un premier temps pour me renseigner. Donc, j'imagine qu'il y a à peu près 78% des personnes qui commencent par faire leurs recherches, non pas en allant dans le centre-ville pour voir qui pourrait répondre à ces questions, mais probablement en allant sur Internet. C'est ça. Okay. Ils n'utilisent plus le bottin, puisqu'il n'y en a plus. Il est sur Internet maintenant, les pages jaunes. Donc, 78% vont faire une recherche, que ce soit sur vous, votre numéro de téléphone, où est-ce que vous vous trouvez. Si vous avez de la chance, ils vous cherchent vous directement. Si, dans le meilleur des cas, là. Dans le meilleur des cas, là, c'est l'espérer. Donc, si vous n'êtes pas sur Internet, là, ça pose problème. Et sinon, ils cherchent votre domaine d'activité. Et là, il faut être présent et se démarquer par rapport à vos concurrents. Alors, beaucoup de nos clients entrepreneurs savent, j'ai envie de dire, un peu ces chiffres-là, mais c'est bon de le rappeler parce que ça paraît être une évidence, mais il faut quand même se rappeler tous les jours que les gens, quand ils cherchent, je sais pas, une activité particulière, et même quand on fait du B2B, qu'on travaille avec des professionnels, on commence par chercher par Internet. C'est le réflexe. Donc, ça veut dire que si on n'est pas présent sur Internet ou pas bien présent sur Internet, ça pose quelques difficultés. Voilà. Donc, on a vu où étaient les clients, où en sont les entreprises aujourd'hui. Alors, 66%, donc c'est 66% des TPE-PME aujourd'hui qui ont un site internet présentant leur activité. C'est un peu plus pour ceux qui ont une solution de visibilité. On va voir plus tard qu'on peut être visible sans avoir un site. Mais déjà, il y a une petite différence entre les internautes qui vont aller sur Internet faire des recherches. Ils sont plus nombreux. Seulement 66% des TPE ont un site. C'est déjà plus qu'il y a 3-4 ans. Il y a eu déjà un petit gap sur le sujet. D'accord. On voit que le confinement a été un déclencheur énorme, surtout au niveau des TPE qui étaient peu présents en fait, sur Internet. Alors, 18%, en fait, ça va être 18% pour ceux qui ont un site Internet et qui vendent en ligne. On a 18% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne toujours par des TPE. D'accord. Donc, c'est quand même assez important dans leur chiffre d'affaires. Mais malheureusement, seulement 20% ont un site marchand. Ah oui. Donc, il y a un écart entre ceux qui ont un site qu'on pourrait appeler ou qualifier de vitrine. Voilà ce que je fais. Et puis, il y a un nombre beaucoup plus faible qui ont un site de vente. C'est ça. OK. Aujourd'hui, c'est là où on en est au niveau des TPE. Et 81%, alors là, on est vraiment en région, c'est vraiment un chiffre Pays de la Loire, 81% des cyberacheteurs, des Ligériens, en gros, ont déjà fait un achat sur Internet et c'est devenu de plus en plus fréquent pour eux. Donc, on a un écart entre finalement la demande client qui utilise à 80% l'achat en direct sur Internet, alors qu'on est à 18% en moyenne finalement de sites où on peut acheter quelque chose dans les entreprises. Oui, d'autant que... Ça veut dire qu'il y en a quand même, il y a des entreprises qui troquent, alors on en connaît quelques-unes qui sont mondialement connues, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un effet de concentration d'achat sur Internet sur des entreprises qui sont extrêmement structurées en la matière. D'autant que les internautes plébiscitent en fait l'achat en ligne ou du moins le click and collect, c'est-à-dire pouvoir réserver en ligne un produit et je passe en rentrant après ma journée de travail, j'ai pas à m'arrêter, chercher si le produit est là, je réserve et je viens prendre en magasin. Okay. Et ça, c'est vraiment plébiscité par les internautes et donc les consommateurs en général et d'autant plus en Pays de la Loire. Très bien. Alors, comment être visible du coup sur Internet ? On a pris différentes choses. Donc, une fiche Google. Une fiche Google, qu'est-ce que c'est ? On a l'exemple ici sur la droite. Ça va être en gros la carte de visite de l'entreprise. Donc, ça va être, on les a, les informations de base que vous pouvez retrouver où, quoi, comment. Donc, en tant que consommateur, je vais déjà avoir un premier a priori sur cette entreprise-là à compter du moment où la fiche d'information sur Google est à disposition. C'est-à-dire que je vais pouvoir disposer ou non, si ce n'est pas rempli, une information, on va dire, qui m'est utile. Voilà. Okay. Vous êtes identifié et ça permet une expérience client positive. Si vous avez des horaires qui sont bien mis à jour, si vous avez une adresse à jour, le client va pouvoir se dire « Ok, je peux y aller à telle heure, tel jour ». Si vous avez
un ancien horaire, une ancienne adresse, les clients vont se pointer, vous avez tout de suite une expérience client qui va être négative. Donc, pour aller jusqu'à l'achat ensuite, c'est plus compliqué. Donc, ça permet de vous trouver facilement. Ensuite, on a les avis clients. Donc là, on a pris l'exemple d'un client à nous qui est artisan du végétal, comme il l'indique, un producteur horticole dans le Maine-et-Loire qui a clairement une super stratégie, puisqu'on voit bien, ils ont 236 avis Google, 4,5 en positif. C'est rassurant pour le consommateur. C'est très rassurant. Ça assoit déjà une position d'expert dans votre domaine d'activité. De satisfaction client. Voilà, c'est ça. Donc, on va avoir direct un avis positif, nous, et on va direct, en tant qu'internaute, prospect, voilà, ça va donner confiance en votre entreprise. Le petit plus, ils l'ont fait d'ailleurs, c'est de répondre aux avis. On peut noter, et en plus, on peut mettre un petit commentaire sympa si on a apprécié. Donc là, dans ce cas, j'encourage les dirigeants d'entreprise à répondre. Comme ça, on va vraiment au bout de la relation client, en fait. Oui. On commence à échanger avec des clients qu'on peut avoir croisés physiquement et de faire montrer la dynamique, finalement, le bouche à oreille, mais visible. C'est ça. Donc, en plus, on va au bout de la relation client avec le client qui est satisfait. On va au bout de la relation alors qu'il est dans son salon. Et en plus de ça, on la montre à des prospects. Donc, c'est doublement positif. Et surtout, répondre aux avis négatifs. Ne serait-ce que pour essayer de pallier l'insatisfaction. Un client qui grogne. Il y en a toujours. Ça existe. et surtout pour assurer aussi les potentiels clients qui vont lire l'avis négatif si vous invitez le client mécontent à repasser en magasin, à contacter directement. Au moins, ça montre une relation client, un service après-vente qui va au bout des choses. Tout à fait. Voilà. Donc, la fiche Google, de toute façon, il y a quelque chose à retenir, c'est que si vous ne la faites pas, Google l'a fait pour vous. Si elle est vide, elle n'est quand même pas un élément très positif pour vous. Maîtrisez votre page Google. Vous pouvez mettre des informations que vous avez envie de mettre en avant. Vous pouvez connecter votre site Internet. Donc, toutes les interactions, et on sait que Google fait partie quand même des incontournables. Qui ne fait pas de recherche sur Google? Alors, quelques-uns, éventuellement, utiliser Quant ou ce genre de choses, ou d'autres moteurs de recherche. Mais pour faire simple, quand même, Google est grandement majoritaire. Donc, si vous n'êtes pas présent ou vous n'êtes pas référencé sur Google par cet intermédiaire-là, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un élément de plus qu'il faut avoir en tête pour se rendre visible. Et sachez que Google peut vous trouver. En fait, il va pouvoir créer votre fiche sans que vous le souhaitiez. Il a connaissance que vous avez une entreprise, le lieu. Après, il peut avoir des informations erronées. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à revendiquer votre fiche Google si elle a déjà été créée par Google. Donc, c'est juste là. Il faut suivre le lien. C'est assez simple. C'est assez simple et sécurisé, surtout. Et vous voyez, là, on est sur une fiche où il y a aussi des photos. C'est des photos qui sont choisies, qui mettent en avant positivement, potentiellement, ce qu'on est capable de faire dans votre entreprise, et non pas un client qui est passé en prenant une photo de quelque chose qu'il trouvait moins joli, qui peut être aussi rapporté. Enfin, c'est des choses importantes. Maîtriser votre communication, c'est aussi par l'intermédiaire de cette fiche Google que vous devez piloter. Oui, et pour la créer, c'est simple aussi. Vous passez par Google My Business, et là... Donc, vous tapez Google My Business et tout le chemin est indiqué. Et si vous ne trouvez pas, on peut toujours vous aider. Mais voilà, c'est assez simple et c'est surtout nécessaire. Voilà. Donc, même si vous n'avez presque pas envie de le faire, on vous dirait, faites-le quand même. Et c'est pas très long pour le coup. Voilà. Alors, en deuxième, on va avoir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux... Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Hein, tout le monde connaît, tout le monde. On est sur une grosse majorité des internautes qui ont au moins un compte sur l'un des réseaux sociaux. Donc là, par exemple, on a mis Facebook. Alors Facebook, on en parlait tout à l'heure. Tu me disais que Facebook est en déclin aujourd'hui. Alors en déclin, ou avec une population d'âge qui a tendance à vieillir. Hein. Je vais me mettre dedans. Moi, j'ai quand même un peu grandi avec Facebook, mais disons que mes enfants utiliseraient moins Facebook, je dirais. C'est vrai, ils utiliseraient moins. C'est quand même le réseau social numéro 1 encore aujourd'hui. Donc
Donc, c'est pas négligeable. On pourra en reparler dans quelques années sûrement. Aujourd'hui, c'est pas un réseau social qu'on pourrait négliger. Donc, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Vous pouvez créer votre page gratuitement, mais ça demande du travail. Ça demande du travail parce que ça vous permet de partager vos actualités. Disons qu'il faut toujours faire un travail linéaire. Il faut être régulier dans vos publications. C'est comme le sport, en fait, hein, c'est ça. Pas de pic, plutôt c'est ça. Hein. Je vois que tu t'y connais parfaitement. Ouais, en matière de sport, surtout. Hein, ça fera sourire certains. C'est sûr. Donc, ça vous permet de partager toutes vos activités et votre vie d'entreprise aussi. En fait, c'est vous qui choisissez ce que vous partagez. Néanmoins, et c'est un point de vigilance, adapter, créer votre stratégie. Vraiment, vous avez... déjà, vous allez être dépendant des algorithmes. Facebook, en tant que page entreprise, va comprendre que vous utilisez gratuitement et allègrement son réseau pour partager des informations et faire votre communication. Si vous ne connaissez pas les principes des algorithmes, c'est plus difficile pour être visible, même si vous avez une grande communauté. Peut-être qu'il ne va pas proposer votre contenu sur... Donc, il est malin. Ouais. OK. Ouais. Voilà, donc là, Facebook, c'est... Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser, il faut créer sa stratégie en amont. OK. Là, par exemple, c'est LinkedIn. Bah, écoutez, pourquoi pas se faire un peu de pub. LinkedIn est très présent au niveau plutôt professionnel. C'est plus de la communication professionnelle. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre aujourd'hui. Là, on parle entre professionnels, parce que nous, on travaille avec des professionnels essentiellement. C'est ça. Donc, l'idée, ça va être de partager plutôt votre expertise, et puis avoir un réseau de professionnels également. Et là, vous allez pouvoir également partager vos actualités. L'idée, c'est vraiment, il n'y a pas de stratégie type à toutes les entreprises. Vous allez prendre chaque entreprise et sur Facebook, on va plus partager. Vous allez décider, en fait, il vous faut une stratégie sociale, média, comme on appelle ça, pour chaque réseau social. Vous allez décider, je mets tel type de contenu pour tel type de site, avec tel type de ton. On va plutôt employer un ton plus proche, avec plus de proximité, créer une communauté sur Facebook, avec des petites... On va même pouvoir utiliser potentiellement son cercle personnel. Exactement. Dans le LinkedIn, on va être plus sur une dimension professionnelle. On est en B2B souvent, ce qu'on appelle, ça utilise des moyens de social selling ou éventuellement de social recruiting, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de recrutement, notamment quand on a une entreprise qui a des besoins au niveau de l'embauche. Et donc, c'est un moyen aussi de faire savoir ce qui se passe dans son entreprise, ses valeurs et autres. Et donc, ça correspond aussi à bon nombre d'entreprises qu'on est amené à accompagner. Donc, LinkedIn est aussi un sujet important à mon avis. Voilà, on n'a pas tout mis. Évidemment, on a Instagram. Évidemment, il y a le réseau social TikTok qui monte énormément en 2 ans. C'est phénoménal chez les jeunes, plutôt en dessous de 25 ans. Donc, tu n'es pas... Non, tu n'es pas sur TikTok. Non, je ne suis pas sur TikTok. Dommage. Donc, non, il y a une vraie stratégie à adapter. C'est pour ça qu'il faut se demander où sont mes clients. Ça ne sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux si vos clients n'y sont pas. Donc, il y a une vraie stratégie à anticiper avant de créer votre page. Qu'ai-je envie de partager si c'est plutôt des informations en pro ou si vous voulez vraiment dynamiser votre vie d'entreprise et partager vos valeurs, ce que vous faites un peu tous les jours, des petites vidéos. Et enfin, combien de temps ai-je à y consacrer? Parce que c'est plus ou moins gratuit. Mais il faut y passer du temps. Il faut y passer beaucoup de temps et surtout, il faut organiser en amont. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut y passer pas trop de temps, il ne faut pas se disperser. Pour se disperser, il faut savoir ce qu'on fait, en fait, concrètement. Donc, une stratégie établie, un conseiller en communication en la matière peut être utile, on se le dit, pour ne pas perdre son temps. Je pense que c'est effectivement important. Tant que ça vous correspond, en fait, la meilleure stratégie sera la vôtre. Si vous pouvez publier 7 jours, tous les jours, enfin, si vous pouvez publier tous les jours de la semaine, vous avez du contenu, du temps à y passer, allez-y. Si vous pouvez publier que 2 fois par semaine,
restreignez-vous à ça et construisez votre stratégie en fonction du temps que vous avez. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres sujets? Évidemment, évidemment. Parce que ça, c'est bien. On a Google, on a nos réseaux sociaux. Il faut savoir que, hein, je ne dis pas de bêtises, l'essentiel du trafic passe d'abord par les réseaux sociaux avant de passer par Google, aussi bizarre que ça puisse paraître. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même pas un sujet neutre, les réseaux sociaux. Mais on a parlé de sites Internet. Et donc, on y arrive, justement. Donc, les sites Internet. Là, on a mis un site Internet d'un de nos clients, un des ravisseurs. Donc, en soi, le produit, moi, me fait pas rêver. Hein, des petits rats, c'est pas photogénique. Ouais, en principe. Mais n'empêche que il est présent sur Internet. Oui. Vous avez un besoin en dératisation. Je pense que vous voyez une souris passer sous vos pieds. Vous n'attendez pas 15 jours à vous dire est-ce que je vais acheter le produit? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un dératiseur chez moi? Qu'est-ce que vous faites de suite? Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Je taperais dératiseur. J'essaie de l'attraper déjà. Courageux. Donc, pour aller plus loin vraiment que la carte de visite, en fait, vous allez pouvoir créer votre site Internet. Créer votre site, ça vous permet de vraiment présenter plus en profondeur que la fiche Google votre prestation, vos réalisations, ce que vous faites, vos activités, vos valeurs. Oui, les expériences, l'histoire de l'entreprise. C'est ça. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre en valeur peut-être des témoignages aussi. Là, vous pouvez vous contacter directement. Donc, on va aller plus loin, un peu plus loin sur les avantages du site Internet parce qu'ils sont nombreux. Alors, déjà, vous y êtes déjà sur Internet. On l'a vu tout à l'heure avec la fiche Google. Google peut créer en fait votre fiche. On peut avoir un client un client mécontent ou même un concurrent mal intentionné qui va vous miner sur Internet, sur les réseaux. Ça n'existe pas, ça. Un petit peu quand même. Dans un monde merveilleux, ça n'existerait pas. Donc l'avantage, c'est allez-y. Puisque vous y êtes déjà, allez vous créer votre site et au moins vous serez maître de ce que vous allez publier. Donc, vous allez, c'est pour ça en fait, maîtriser votre communication. C'est vous qui publiez, c'est vous qui choisissez les objectifs de votre site Internet. Bien sûr, oui. Vous allez, par exemple, peut-être l'idée, ça va être la gestion de votre hôtel. Vous allez pouvoir, vous mettez un site où la personne peut gérer directement elle-même. Je viens de tel jour à tel jour, tel horaire. Au final, ça vous enlève une charge de travail énorme. Et en plus de ça, le travail est déjà fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis, on a même des plateformes qui proposent pour les hôtels. On sait qu'il y a des grands faiseurs. Mais c'est aussi intéressant parce que ça a un coût, ces plateformes pour un entrepreneur. Et aujourd'hui, les consommateurs vont des fois rechercher sur ces plateformes, puis après rappellent l'hôtel, sauf si vous n'avez pas de site Internet ou de site Internet plutôt sympa, plus difficile à vous retrouver. Vous savez, les consommateurs sont malins. Ils aiment bien aussi chercher d'un côté et les plateformes, ils les utilisent d'un côté, puis après, ils peuvent rappeler l'hôtel. C'est pour ça que d'avoir un site adapté me paraît effectivement tout à fait pertinent. D'où l'idée d'indépendance, en fait, finalement, de s'émanciper un peu des plateformes que vous pourriez utiliser pour vendre, Marketplace, Amazon, ou alors pour louer votre gîte, Airbnb, ces plateformes-là. Donc, ça crée votre indépendance et vous êtes visible directement sur ce que vous maîtrisez sur le net. Alors, on a aussi l'image de marque. L'image de marque, en fait, ça va être plus une histoire de confiance et de relation entre les internautes à votre entreprise. Sachez que, j'ai un chiffre très précis, 56% des internautes n'ont pas confiance en une entreprise qui ont un site Internet aujourd'hui. Et je pense que ce chiffre ne va faire qu'augmenter à mesure qu'il y a de plus en plus d'internautes. Oui, tout à fait. Que les gens sont de plus en plus connectés. Donc, l'avantage d'avoir un site, c'est une marque de confiance, d'expertise. Ok, je peux lui faire confiance. Il y a un site qui présente ses prestations. Il y a une histoire de confiance. Et en plus de ça, étant donné que vous pouvez faire remonter les avis et les témoignages de votre entreprise, ça va créer encore plus c'est vous qui maîtrisez encore une fois. Voilà, c'est ça. D'autant qu'on a 8 internautes sur 10 qui lisent les avis avant d'aller acheter. Bien sûr. Donc, ce n'est pas négligeable à prendre en compte.
Vous asseyez aussi votre position d'expert, en fait. Une fois que vous êtes en ligne, vous allez pouvoir parler précisément de votre atelier de couture. Vous allez pouvoir présenter des tutos de ce que vous faites pour tout simplement montrer que vous savez faire, que vous avez une expertise, que vous pouvez proposer un produit de qualité. Un élément différenciant, c'est ce qui est d'ailleurs dans les entreprises, les TPE, souvent on peut être confronté à des systèmes de concurrence exacerbés, alors que finalement on a des éléments à mettre en avant. Et sur Internet, quand on cherche une particularité, on va tomber sur votre site Internet si vous l'avez mise en valeur. C'est là où vous avez besoin de rencontrer votre public. Tout à fait. Alors, et il y a autant de bénéfices que ça. Donc, générer des prospects, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Le site Internet permet de formuler des avis, des formulaires. Donc, en fait, vous allez déjà créer un contact entre l'internaute et vous. Ce que pourrait nous dire un client, c'est à juste titre, moi, un prospect, il m'appelle, je réponds. On est d'accord. Sauf que de plus en plus aujourd'hui, ce prospect, il commence à se soucier de sa question d'agrandissement de sa maison à 21h une fois qu'il a couché les enfants. Et donc, il commence à chercher sur Internet, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, celui avec lequel il peut commencer à interagir pour proposer ou demander des renseignements, eh bien, ça se passe par Internet. Et là, le téléphone ne fonctionne pas. Évidemment, les gens sont sur Internet, un formulaire, une demande, un questionnaire. Et après, la réactivité commerciale va être extrêmement importante. Et c'est là où les affaires vont pouvoir se faire. Mais ça, on n'apprend rien, mais c'est quand même, on a un changement d'organisation. Et le fait que son site soit interactif, facilitant, rapide, utilisable sur un PC ou utilisable sur un smartphone, va être extrêmement important. Ce qu'on appelle le responsive design notamment. C'est ça, de pouvoir proposer son site viable sur les smartphones, tablettes et sites. Alors, vendre, évidemment, si vous avez un site marchand, vous pouvez directement mettre en ligne vos produits et vous avez en tout point une stratégie qui va de la présentation de votre produit, la présentation de vos valeurs et vous allez diriger vos clients vers la vente directe sur votre site. Donc là, on parle d'achat, de commande, de paiement, d'interaction avec sa gestion commerciale, potentiellement le transfert des écritures vers sa comptabilité. C'est-à-dire qu'on est là aussi sur l'organisation de l'infrastructure de l'entreprise qui est avec un suivi complet et qui peut être, on va dire, dans une stratégie de commercialisation extrêmement importante et de rationalisation, on va dire, de sa stratégie commerciale. Voilà. Et enfin, je voulais faire un petit point, c'est un peu plus un peu plus technique, mais étant donné qu'on a déjà fait un webinaire sur le référencement, donc le référencement, c'est quoi? C'est le référencement payant. Donc, ça va être les annonces Google, en fait, que vous allez avoir quand vous tapez une recherche en ligne. Ça va être en général trois premières propositions que Google va vous faire. Potentiellement, il peut y avoir des annonces Google. Donc, c'est des entreprises qui vont payer pour être présentes en fonction du mot-clé que vous avez tapé, en fait. D'accord. Quand on cherche comptable, on tombe sur Serre France. C'est ça. C'est ça, d'accord. Sachant que, mais partout. Oui, bien sûr. Sachant que vous allez pouvoir faire ce référencement payant sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, si Michel, tu as ton entreprise, Serre France Maine-et-Loire, tu vas faire une annonce publicitaire sur les réseaux sociaux, tu vas l'inviter à cliquer. Oui. Sauf que si tu l'invites à cliquer et tu n'as pas de site Internet derrière… Ce qu'on appelle une page d'atterrissage. C'est ça, une page d'atterrissage. Donc, il faut en fait diriger l'internaute vers l'objectif, ce pourquoi vous avez créé cette annonce. Donc, si vous… Pour arriver sur un erreur 404 qu'on peut voir ici ou là, il faut que le processus de la personne qui est sur Internet soit le plus fluide possible, un minimum de clics et un parcours facilité. Voilà. Et si vous voulez envoyer vos clients quand vous faites… du référencement payant Google sur vos réseaux sociaux, je vous dirais que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que en fait, tout le monde n'a pas de page Facebook ou tout le monde n'a pas de page LinkedIn, tandis qu'un site Internet, tout le monde pourra y accéder. C'est pour ça que le site Internet, en fait, est plus qu'une carte de visite. Oui, c'est ça. C'est un moyen de rapatrier l'ensemble des flux sur son site et puis de le dynamiser, de le faire vivre, et c'est effectivement extrêmement important. C'est ça. Voilà pour les bénéfices du site.
on a vu en globalité très Bien sûr. rapidement tout ce qui était visibilité en ligne de façon assez rapide pour ceux qui ont déjà leur entreprise, leur TPE ou ceux qui souhaitent la créer. Après, il y a le sujet est large. Voilà, le sujet est large. On ne fait qu'aborder les bases. Très bien. Eh bien, je te remercie, Carole, pour ces explicitations qui sont un moyen, on va dire, de commencer une démarche. Pour ceux qui ont déjà des démarches abouties, on peut aller encore plus loin. Carole accompagne, vous l'avez dit, sur la stratégie, enfin, Carole, tu l'as dit, hein, sur la stratégie digitale, sur la stratégie d'une manière générale de la dynamique de son business par l'intermédiaire de la communication sur les réseaux notamment. Ça se structure, le partage autour de ces sujets-là est extrêmement intéressant. Des fois, il y a des algorithmes qui vous bloquent, vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez vous dire, bah, tiens, pourtant je paye ceci et puis je n'ai pas l'impression d'avoir de retour. Il y a des astuces, en plus de ça, ça bouge un petit peu sur les sujets, il y a sur les cookies qui évoluent, il y a le RGPD qui impacte, enfin, il y a plein de sujets. Et donc, il est important de bien connaître, c'est peut-être des fois intéressant de consulter pour être à peu près certain qu'on ne va pas de travers et qu'on ne met pas de l'énergie là où il ne faut pas. Je te remercie, Carole, pour tous ces éléments. Merci, je vais en profiter pour remercier. Je vais vous proposer de venir. Allez, on va se mettre sur la photo comme ça. Venez, je vais remercier Corinne, que vous pouvez retrouver dès demain matin au téléphone pour appliquer, voilà, fidèle au poste pour appliquer les nouveaux dispositifs. Jacques, que vous voyez principalement, alors certes ici, mais surtout chez vous, puisque c'est un homme qui se déplace et qui parcourt le département de long en large. Et puis Carole, que vous connaissez peut-être un peu moins, que je vous invite à consulter, et évidemment à partager avec elle autour de vos expériences et permettre peut-être des évolutions dans votre stratégie digitale de communication. Voilà, ces rencontres conseils en mode digital, elles aussi, en mode distanciel, on l'espère le plus tôt possible. On va proposer des dates en présentiel parce qu'on a envie de vous retrouver, on a hâte de vous retrouver. On a été déçus de ne pas pouvoir les tenir, mais on voulait vous donner toutes ces informations et puis on aura le plaisir, j'espère, de vous retrouver le plus tôt possible. On va vous souhaiter une bonne soirée. Il est 20h15, on va rendre l'antenne. Je remercie évidemment mes 3 acolytes. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir.